Gabrielle Alperne, bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour commenter la vidéo sur la table ronde de Passion et ses données qui s'est déroulée donc à la journée scientifique de la FIAC le 4 septembre à Bercy. Donc merci de votre temps. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Encore une fois, j'étais vraiment désolée et déçue de ne pas pouvoir assister à votre bel événement, mais effectivement, j'ai pu regarder plusieurs fois la vidéo de la table ronde. Et effectivement, voilà, je souhaitais réagir. Pourquoi l'hybridation est-elle difficile? Alors, pourquoi est-ce que l'hybridation est aussi difficile? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de créer des ponts entre les mondes, entre les patients citoyens, entre les chercheurs, les médecins, entre le public, le privé, etc., etc. En fait, c'est parce que nous avons malheureusement une vision qui est très catégorielle de la société. C'est-à-dire que si avant notre rationalité était vraiment utile pour pouvoir construire les sciences et comprendre le monde qui nous entoure, le problème c'est que notre rationalité s'est vraiment rigidifiée au fil des siècles, au point de transformer notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range les générations dans des cases. Alors il y a les jeunes, il y a les seniors, il y a le public, il y a le privé, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui font de la recherche, ceux qui soignent, bon, etc., etc. Et le problème, c'est que cette vision catégorielle de voir le monde, en fait, non seulement crée des silos et des frontières absurdes et artificielles entre les mondes, les générations, les citoyens. Et en plus, elle crée des fractures au sein de la société. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle c'est aussi difficile justement eh bien d'hybrider, c'est-à-dire de créer des ponts entre les mondes. Le problème, c'est que cette manière très catégorielle de voir la société, elle a plusieurs conséquences. Tout d'abord, elle crée une méconnaissance terrible entre les mondes. C'est-à-dire que on méconnaît la réalité d'un patient, citoyen. On méconnaît la réalité d'un chercheur. On méconnaît la réalité d'un start-upper. Enfin, en fait, nous méconnaissons les uns les autres. Et le problème, c'est que la méconnaissance que l'on a de l'autre est mère de préjugés et grand-mère de mépris. Par ailleurs, cette méconnaissance, elle vient aussi d'une manière assez insidieuse remettre en question finalement la légitimité des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a les médecins, ils sont là pour soigner, les chercheurs, ils sont là pour chercher, les patients, bon ils sont malades, voilà, comme si finalement chacun avait une mission, une vocation qui lui était dévolue. Et c'est terrible parce que de ce fait, on remet sans cesse en question la légitimité de l'autre. Donc il y a effectivement un vrai sujet de légitimité. Et moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellée dans la table ronde, n'ayez pas peur de vos patients. Effectivement. N'ayez pas peur de vos patients, c'est aussi donner de la légitimité à vos patients, parce que justement, eh bien, dans ce qu'ils vivent, il y a une légitimité justement, eh bien, de leur expérience, de leur savoir, voilà, qui ne doit pas, qui n'est pas inférieur ou supérieur d'ailleurs à la légitimité des autres, mais en tout cas, il y a une légitimité. Par ailleurs, le problème de cette vision très catégorielle, eh bien, de la société, fait que, eh bien, on méconnaît l'autre. Et donc, eh bien, si l'on veut s'en sortir, si j'ose dire, eh bien, il va falloir faire preuve de pédagogie. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant aussi dans la table ronde. C'est justement se dire, eh bien, comment est-ce que on donne à connaître la réalité de l'autre. Donc, la pédagogie par rapport à, par exemple, ce qu'un patient citoyen peut vivre, mais aussi de la pédagogie par rapport aux chercheurs. En fait, qu'est-ce qu'on connaît de la science? Quand on n'a jamais fait, quand on n'a pas du tout une formation scientifique, on ne sait pas du tout comment la science avance. On a l'impression qu'il y a des vérités scientifiques définitives, mais non, en fait, en science, il n'y a jamais aucune vérité scientifique définitive. Toutes les vérités sont provisoires. Donc, en fait, faire œuvre de pédagogie, pour moi, c'est l'un des grands défis de la recherche, de la science, de manière à éviter justement un divorce entre les chercheurs et la société. On l'a vu pendant le Covid. Ce divorce est finalement assez latent. Donc, si la science veut justement revenir au cœur de la société, eh bien, il va falloir faire acte de pédagogie. Et c'est là où justement l'intelligence artificielle et finalement toutes les actions et les initiatives qui sont portées par les participants à la table ronde, effectivement, participent eh bien de cette pédagogie. Et justement, du coup, comment l'intelligence artificielle peut-elle rebattre les cartes? Alors, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que quand on entend le débat public, on a l'impression que c'est un peu technophile, technophobe, le bien, le mal, choisissez votre camp. Bon, pour le coup, en tant que philosophe, ça n'est pas très intéressant finalement d'avoir une vision très moralisatrice finalement de l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est plus intéressant de se demander, mais finalement, déjà pourquoi diable l'être humain a imaginé un outil pareil, mais aussi finalement, qu'est-ce que l'IA dit de notre société et de notre humanité. Et finalement, est-ce que l'IA ne devrait pas être considérée comme un miroir, voire comme un coup de projecteur, jetant une lumière crue, et peut-être même d'ailleurs cruelle, sur nos bassesses, nos petites médiocrités en tant qu'êtres humains.
avec cette question, si ChatGPT a plus d'empathie qu'un médecin pour vous annoncer le diagnostic d'une maladie, plus de patience qu'un professeur à l'école, plus de tolérance que vos voisins ou vos amis, plus de capacité d'écoute que vos parents, finalement, est-ce que l'intelligence artificielle ne vient pas nous remettre radicalement en question? Et est-ce que c'est pas un peu hypocrite de la part des êtres humains de crier au grand remplacement des êtres humains par les technologies? Est-ce que finalement c'est pas nous qui avons abandonné nos valeurs humaines? Voilà. Et l'IA est peut-être là pour nous le rappeler. Donc en tout cas pour moi c'est ça d'abord le rôle de l'IA. Par ailleurs, ce qui m'a particulièrement intéressé dans les prises de parole lors de la table ronde, c'est finalement la manière dont l'IA vient rebattre les cartes du savoir et des sachants. À partir du moment où ChatGPT sait tout, finalement, qui détient le savoir? Qui est le plus légitime dans le savoir? Si ChatGPT sait tout, est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un chercheur est encore le plus sachant? Non. Ça veut dire que, et à mon sens, c'est pas seulement dans le monde de la santé, mais finalement dans le monde du travail en général. Avant, ce que l'on attendait le plus finalement d'un travailleur, d'un professionnel, c'était son expertise. Et je pense que demain, à l'ère de l'IA, puisque justement l'IA va savoir de plus en plus de choses, la vraie question, ça va pas être l'expertise, mais l'expertise partagée. Autrement dit, la générosité. Voilà, la capacité à partager son savoir, à être dans une forme de don contre don. Et c'est bien ce qu'on a vu lors de la table ronde, comment il y a un don contre don entre les patients chercheurs, citoyens, médecins, finalement, voilà, toutes les parties prenantes. Donc la générosité, d'ailleurs, un petit clin d'œil de Nietzsche, Nietzsche définissait le spécialiste comme l'homme à l'horizon restreint. Alors c'est cruel, mais ça devrait faire réfléchir tous les spécialistes. Nous avons tous un horizon restreint, on a besoin de l'autre pour l'élargir. Donc c'est bien effectivement tout ce qui est en jeu ici. Et par ailleurs, dernier point, ce que j'ai trouvé très intéressant, notamment avec tout ce qui était porté tout ce qui est porté par Sentinelle, en fait, c'est à quel point l'intelligence artificielle permet de lever des angles morts dans la recherche et finalement d'aller interroger des pans entiers de recherche qui finalement étaient blottis dans les angles morts et dont on se préoccupait assez peu. Et donc cette question d'aller lever les angles morts et finalement de modifier un peu la manière dont la recherche se fait, ça c'est intéressant. Avec un point que j'ai trouvé intéressant, notamment dans tout le débat sur les questionnaires. Voilà. C'est une phrase du philosophe Günther Anders qui dit que finalement, en fait, les êtres humains, ce dont ils ont le plus peur, c'est dans un de ses livres, Le rêve des machines, ce dont les êtres humains ont le plus peur, ce n'est pas de mourir, c'est de ne pas participer. Voilà. Les êtres humains ont besoin de participer. Et quand on n'a pas compris ça, ce besoin vital, humain, éminemment humain, en fait, on passe à côté de l'être humain. Donc cette question justement de participer, je trouve que c'est essentiel. Et donc, comment est-ce que l'on crée les conditions de cette participation? C'est finalement toutes les réponses ou les initiatives qui ont été portées lors de cette table ronde. Merci Gabrielle. Et du coup, j'avais une dernière question pour vous. L'hybridation pourrait vraiment être la solution du monde futur? Alors, l'hybridation peut apporter effectivement un certain nombre de solutions. Et bon, pour le coup, c'est ce qui me donne de l'espérance. Alors, quand on voit le monde aujourd'hui, il y a peu de raisons d'espérer. Mais je suis ressortie justement du visionnage de cette table ronde avec finalement, oui, une lueur d'espoir, parce qu'on voit que finalement tout ce qui est en train de se mettre en place, les liens entre le public et le privé, la médecine de ville, les uns les autres, les patients citoyens, les chercheurs, les questionnaires. Il y a toutes ces initiatives, il y a tous ces signaux faibles qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se développer tellement qu'ils sont en train de devenir des signaux forts, pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la santé, mais finalement dans plein d'autres mondes. Et puis c'est intéressant d'ailleurs aussi dans le monde de la santé, on voit qu'il y a beaucoup de progrès dans tout ce qui est l'art thérapeutique, la question de l'alimentation. Donc ça, pour le coup, c'est une question de l'hybridation, alimentation, santé, art, santé, etc. Donc toutes ces hybridations sont à l'œuvre. Après, la question, c'est que l'hybridation, cette idée de créer des ponts entre les mondes, ça peut paraître, oui, c'est bien joli, voilà, tarte à la crème, voilà. Sauf qu'en fait, ça nécessite un esprit de transgression. Voilà. Hybridation, c'est pas une molle synthèse, on met des gens ensemble et puis voilà. Non, en fait, il y a un esprit de transgression parce qu'il faut bien transgresser les petites frontières mentales que l'on a. Un chercheur, c'est un chercheur, un médecin, c'est un médecin, un patient, c'est un patient. Bah non, en fait, il va falloir justement transgresser les frontières mentales que l'on peut avoir, les frontières physiques même aussi d'ailleurs des lieux. Comment est-ce qu'on ouvre l'hôpital? Comment est-ce qu'on ouvre tous ces lieux finalement de soins pour que ce soit pas des îlots isolés au milieu de l'océan dans le quartier où ils se trouvent. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, dans un monde où on a le sentiment que nous sommes acculés à l'impuissance, que finalement il y a tellement de contraintes, il y a tellement d'injonctions contradictoires, on peut rien faire. Mais finalement, dans cette table ronde, chacun porte une initiative et en fait de l'action. Voilà.
L'hybridation, c'est ça. Comment on retrouve des marges de manœuvre, comment on crée, on provoque des marges de manœuvre. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça permet de retrouver un peu d'espoir. Et finalement, je voudrais conclure avec cette image. Vous savez, j'ai placé la figure du centaure, donc ni homme ni cheval, figure hybride par excellence, au cœur de mes travaux de recherche. Et en fait, ce que souvent on me dit, oui, mais hybridation, ça a la même racine que hubris, l'hubris, l'arrogance. Bon, bah déjà, eh ben non, voilà, ça n'a pas du tout la même étymologie. Et en fait, le centaure, c'est pas du tout une figure d'arrogance. L'hybridation, c'est pas du tout de l'arrogance. En fait, c'est l'inverse. Le centaure, c'est la figure de l'humilité, c'est-à-dire que c'est celui qui a compris qu'il était incomplet, inachevé, et qu'il a besoin de l'autre pour pouvoir justement aboutir à une forme de vérité, ou en tout cas construire avec l'autre une forme de vérité, ou en tout cas une nouvelle réalité. Donc c'est pas du tout de l'arrogance, au contraire, cela nécessite de l'humilité. Et finalement, ce que j'ai trouvé intéressant dans toutes les parties prenantes de la table ronde, c'est qu'à chaque fois, il y avait voilà cette humilité de se dire, bah non, le chercheur dans son coin, il a besoin des patients citoyens. Le médecin, non, en fait tout seul, il pourra pas grand-chose. Voilà, nous avons besoin les uns des autres. Merci beaucoup, Gabrielle, pour cet éclairage philosophique. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.